Bien, je range mon bureau, épisode numéro 5 de cette série extrêmement épisodique. Épisode d'une série épisodique. Le précédent c'était le 20 octobre et depuis il m'est quand même arrivé de ranger un petit peu mon bureau et même les piles de livres d'ailleurs. Mais voilà, ici la pile est vraiment trop importante et encore je vous montre que la plus importante. Allez, je vais la montrer en entier. Voilà, ça c'est tout ça. Donc là il y a une pile de livres, bon il va falloir quand même s'en occuper. Et c'est pour ça que, bien que j'ai 300 000 autres choses à faire, je vais quand même faire une vidéo. Je range mon bureau. Je vais la remettre à sa place. C'est-à-dire le coin du bureau lui-même. Alors bien sûr, il y a plein d'autres choses sur mon bureau. Il y a le How to Write de Gertrude Stein, sur lequel j'ai pas eu le temps de retravailler depuis 15 jours et ça m'énerve. Il y a bien sûr le livre sur lequel je fais cours actuellement en 3e année, Lagoon de Nnedi Okorafor. Je n'en parlerai jamais assez et je ne dirai jamais assez à quel point il faut lire Nnedi Okorafor et en particulier Lagoon, qui n'est pas encore traduit en français, mais qui sera peut-être bousillé en fait, comme l'a été Who Fears Death, puisque Who Fears Death vient d'être publié aux éditions ActuSF et le texte français est absolument lamentable. Voilà, c'est l'avantage d'avoir sa liberté de parole. Puisqu'on parle de liberté de parole, qu'est-ce qu'il y a sur ma pile? Bien sûr, sur ma pile, je ne peux pas faire une vidéo sans en parler en ce moment, puisque Patrice Nganang est toujours détenu, prisonnier politique du régime dictatorial et autocratique de Paul Biya au Cameroun. Donc je remontre simplement un de ses livres, son avant-dernier roman, Mont Plaisant, et sa traduction allemande Der Schatten des Sultans. Voilà, donc ça, je ne vais pas les ranger parce que j'ai encore plein de choses à faire avec ces textes de Patrice Nganang. Donc c'est parti, 2 minutes de préambule, et je vais attaquer la pile en essayant de passer un minimum de temps sur chaque livre, ce qui risque de ne pas être très commode. Et il se trouve que sur la pile, il y a quoi en premier? Il y a 2 énormes pavés, et puis il y en a un, c'est le 4321, le dernier roman de Paul Auster, et puis il y en a un autre qui est le dernier livre d'Orhan Pamuk, Cette chose étrange en moi. Alors, 2 énormes pavés, et on va commencer par les pavés qu'on ne finit pas ou dont on ne finit pas la lecture. Ça arrive, ça m'arrive de plus en plus souvent. Des moments où je me dis, à un moment donné, dans une lecture, I can't be bothered, hein, pourquoi je continuerai à me fatiguer. C'est de la paresse d'un certain point de vue, ou de la lucidité, je ne sais pas, ou simplement de la manque de temps, et se dire à un moment donné qu'on n'a plus le temps de finir un livre, ça arrive à tout le monde. Je pense à un moment donné. Alors en fait, le dernier Orhan Pamuk, j'ai dû l'acheter lors de sa sortie en... bon, il est paru en août, mais je l'ai acheté, je pense, à la rentrée, début septembre. Je l'ai lu parce que j'avais très envie, bien sûr, de découvrir ce nouveau livre de Pamuk. Et donc, Cette chose étrange en moi, c'est un livre très étrange, justement. Il a un sous-titre extrêmement intriguant. La vie, les aventures, les rêves du marchand de Bossa, Mevlut Karataş, et l'histoire de ses amis, et tableau de la vie à Istanbul entre 1969 et 2012, vu par les yeux de nombreux personnages. Alors c'est vrai que ce personnage du marchand de Bossa, Mevlut Karataş, elle est très attachante. Enfin, l'histoire permet à Pamuk de traverser de nombreux épisodes de l'histoire contemporaine de la Turquie, de décrire en détail, bien sûr, des quartiers d'Istanbul, la mutation de ces quartiers à Istanbul, les quartiers de bidonville aussi, qui sont extrêmement bien décrits. Et il y a de très nombreux éléments aussi sur la rupture entre la modernité, une sorte de tradition un peu rétrograde entre les villages et la grande capitale, l'exode rural. Le problème, c'est qu'à un moment donné, j'avais mis, je sais pas, parce que je lisais autre chose en même temps, 3-4 semaines à lire les 458 premières pages. J'ai ouvert à l'endroit où est encore le marque-page. Les 458 premières pages, et puis à la mi-octobre, pris par d'autres lectures, par du travail, j'ai interrompu la lecture, donc on va dire aux 2/3, puisqu'il me restait 200 pages à lire. Et je n'ai jamais repris cette lecture parce que tout simplement, en fait, j'avais pas envie de continuer, j'étais pas vraiment pris par l'histoire, j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour de ces personnages et ce qu'ils avaient à dire, aussi pour des raisons, je pense, de différence culturelle, et je pense très honnêtement que sur ce roman-là, et c'est un aveu de faiblesse ou d'incompétence de ma part, la raison pour laquelle, si on cherche raison pour lesquelles on ne finit pas un pavé, raison pour lesquelles on ne finit pas un pavé alors qu'on en avait lu 450 pages,
parce qu'en fait on ne comprend pas vraiment ce dont il est question, et il y a un certain nombre d'éléments culturels justement autour de la vente de Bossa, en quoi c'est un symbole d'une Turquie qui disparaît, et du regard nostalgique du narrateur sur cette Turquie un peu traditionnelle, mais aussi une Turquie traditionnelle et laïque à la fois, qui s'efface. Il y a une grande partie des éléments de ce roman, des éléments culturels, des éléments historiques, qui finalement échappent au lecteur non averti. Et bon, j'ai beau avoir un peu lu autour d'eux et de la Turquie, et avoir lu d'autres livres d'écrivains turcs, de poètes turcs, et beaucoup de livres de Pamuk, là très honnêtement à un moment donné ça m'a perdu, donc c'est ma faute, hein, c'est pas du tout... voilà, enfin c'est pour dire, pour en marquer la trace avant de le ranger, le dernier Orhan Pamuk, et puis si certains qui ont vu cette vidéo ont lu, ont été enthousiasmés par ce dernier Pamuk qui moi m'a laissé vraiment sur ma faim, ben, vous avez le droit de me dire ce qu'il faut que je fasse, s'il faut que je reprenne le livre. Je vais le ranger sur mes étagères, mais je laisse le marque-page à la page 458. Bon, comme ça fait 2 mois que je me suis interrompu, je ne sais pas très bien, il faudra peut-être que je rejette un œil. Voilà. Et donc un autre pavé, puisqu'on parle de pavé, Paul Auster for 321, que j'ai mis 3 semaines à lire, lui, donc pareil, j'ai à peu près mis 3 semaines en lisant autre chose à côté, et lui je l'ai terminé, et pourtant à un moment donné je me suis interrogé, parce qu'il y a un moment donné où il y a eu un effet de lassitude. Alors 4321, qui est donc le dernier livre de Paul Auster, qui depuis quelques années n'avait pas publié grand chose d'intéressant, son autobiographie vraiment tout à fait accessoire, les lettres, la correspondance avec Coetzee, qui était en fait un livre tout à fait intéressant en fait, qui n'est pas un livre de fiction. Et donc il a un peu surpris tout le monde, parce qu'on pensait qu'il était déjà un peu en pré-retraite, hein, je le dis pas très gentiment, mais qu'il était un peu en pré-retraite, et puis en fait on s'est rendu compte qu'il travaillait sans doute depuis de nombreuses années à un énorme pavé, un baggy monster, comme on dit des romans victoriens, avec sans doute toujours derrière dans la tête, et c'est vrai que Paul Auster n'avait jamais cédé à cette sirène-là, le fantasme du Great American Novel. On sait qu'il y a de très nombreux romans américains qui font 700, 900, 1200 pages. Bon, c'est le cas de Infinite Jest, bien sûr, de David Foster Wallace, mais enfin, il y en a plein. William Gass, qui est mort la semaine dernière, a lui-même contribué à cette histoire du gros pavé américain, dans l'idée qu'effectivement, une espèce d'idée de démesure un peu américaine assez classique, qui est que pour marquer en fait l'histoire de la littérature américaine, et aussi pour refléter le caractère un peu gigantesque, un peu démesuré de la nation américaine elle-même, ça ne peut passer que par un livre extrêmement long, extrêmement dense, extrêmement touffu, partant un peu dans plein d'intrigues et de sous-intrigues, avec une écriture souvent accumulative. Bon, tout ça ne me gêne pas particulièrement, il y a d'immenses, au sens de la qualité, grands romans, Great American Novels, et donc celui-là, c'était un petit peu curieux, parce que c'est vrai qu'on n'attendait pas du tout Paul Auster sur ce terrain-là. Et alors 4321, comme son titre l'indique, on va dire modérément, se compose de 7 grandes parties, avec un prologue, il me semble. Ah non, le prologue fait partie de la première partie, pardon. Mais en fait, il est numéroté 10, c'est pour ça, c'est ça qui m'a perturbé, ouais. 7 grandes parties, qui sont toutes constituées, sauf la première donc, comme je viens de le vérifier en live, ces 7 grandes parties sont chacune constituées de 4 chapitres. Et chacun des 4 chapitres correspond à une possibilité fictionnelle d'évolution du personnage. Je m'explique autrement. Le personnage principal de 4321, c'est Archibald Ferguson, Archie Ferguson, qui naît en 1947 et dont on suit en fait la vie à partir de la naissance jusqu'aux alentours de sa 23e année. Ça s'arrête à peu près, on va expliquer ça s'arrête à peu près à la fin des années 60, en 1969. Voilà, et en fait l'idée de Paul Auster, ça a été d'imaginer des vies différentes, 4 vies différentes, pour ce même Archibald Ferguson, à savoir qu'il a ça veut donc dire qu'en fait, il y a 7 parties, j'essaie de m'expliquer, il y a 7 parties, et le premier chapitre de chaque partie, par exemple, va correspondre à Ferguson 1, c'est-à-dire le premier Ferguson, une possibilité de Ferguson.
une possibilité d'Archibald Ferguson. Et puis chaque deuxième chapitre, le chapitre 2 de la première, de la deuxième, de la troisième partie, etc., va correspondre au deuxième Ferguson, Ferguson 2, et ainsi de suite. Il y a donc 4 Ferguson. Ce qui est intéressant, bien sûr, c'est que Paul Auster donne les mêmes parents, le même point de départ familial, contextuel, etc., à Sir Archibald Ferguson. Il est né au même endroit, il a les mêmes parents qui font le même métier, etc., qui ont le même background, en quelque sorte, les mêmes origines. Et puis finalement, on va retrouver les mêmes personnages, à savoir il y a une cousine, il y a éventuellement des divorces qui vont se produire, etc. Donc ça veut dire qu'en fait, les faits biographiques qui entourent Ferguson sont très similaires d'un chapitre à l'autre. Ce qui fait d'ailleurs, et j'ai pu échanger à ce sujet sur Facebook avec une vieille connaissance de l'internet, des blogs qui étaient connus autrefois. Elle avait un blog qu'elle a supprimé qui s'appelait Fuligineuse, elle publiait sous ce pseudonyme-là. Et donc bon, on s'est retrouvés sur Facebook, elle continue à beaucoup écrire, elle a même écrit des livres, des anthologies et des livres sur la Grèce notamment, dont elle est spécialiste et passionnée. Et donc j'ai échangé avec elle et elle m'a dit qu'elle l'avait lu aussi en anglais, en entier, et qu'elle avait été parfois déroutée, elle avait tendance à confondre les 4 Ferguson. C'est-à-dire, ce qui se passe finalement concrètement, c'est que quand on lit 4321, on commence à lire, je vais essayer de montrer ça et qu'on le voit, on commence à lire le chapitre 3 de la troisième partie, 3.3, on lit 40 pages, puis on lit 3.4, puis on lit 4.1, et quand en fait on arrive à 4.3, c'est-à-dire au troisième chapitre de la quatrième partie, c'est la suite de 3.3, mais on a un peu oublié, parce qu'entre-temps, on a lu des aventures, enfin ce qui arrive à l'autre Ferguson. Et en fait, moi je suis persuadé que c'est délibéré. Sinon, Paul Auster aurait présenté ça, aurait publié ça sous forme d'hypertexte, à savoir qu'on aurait pu cliquer un peu comme dans un livre dont vous êtes le héros de l'un à l'autre, sans solution de continuité. En l'occurrence, ici, c'est présenté comme un livre traditionnel, et la présentation par chapitre est comme ça. Et donc ça veut dire que chaque partie, chacune des 7 parties correspond à un moment de la vie, tout petit bébé, tout enfant, jeune adolescent, etc. Et en fait, c'est fait exprès, parce que il ne leur arrive pas du tout la même chose, mais c'est quand même en partie le même, Ferguson. Il y a des traits psychologiques qui sont communs. Il y a donc, comme je l'ai dit, tout l'entourage familial est relativement commun. Et donc c'est fait exprès pour que justement ces vies se mélangent et que le lecteur, à moins d'être absolument brillant ou à moins de prendre plein de notes au fur et à mesure pour finalement doubler le travail du romancier et pas se confondre et pas se mélanger les 4 Ferguson, le lecteur, s'il se contente d'être un simple lecteur attentif, confond ces 4 Ferguson. Alors il y a des éléments évidemment extrêmement dramatique, à savoir qu'il y a un des Ferguson qui meurt très jeune, je vous dis pas lequel, mais il y a un des Ferguson qui meurt très jeune, et là où moi je m'attendais à ce que on ait une poursuite du récit avec, je sais pas, la manière dont ses parents vivent le deuil, etc., des choses comme ça, en fait non, voilà, ça s'arrête, et le chapitre, la 6e partie par exemple, eh bien, il y a un chapitre blanc, voilà, il est mort, donc il n'y a plus d'histoire. Et bon, pour révéler au moins une partie du fonctionnement narratif de ce livre, 3 des 4 Ferguson meurent. Et donc, à la fin, il n'y en a plus qu'un seul qui est vivant, et qui, en 1969 en tout cas, est encore vivant. Donc à 22 ans, tous les autres sont morts. Bon, ce qui est peut-être d'ailleurs un peu bizarre en termes, je pense, de calcul de probabilité par rapport à la réalité du taux de mortalité aux États-Unis dans l'immédiate après-guerre. Enfin bon, peu importe. C'est le choix de Paul Auster. Voilà, alors la raison pour laquelle j'ai failli abandonner un peu, c'est qu'à un moment donné, c'est le moment des années de formation autour de 15-16 ans, ces différents Ferguson font des choix relativement similaires quand même par rapport à la guerre du Vietnam, par rapport à la politique, ils deviennent tous plus ou moins journalistes, écrivains, et donc j'ai trouvé en fait que ces parties-là, la fin était moins intéressante, j'ai trouvé que c'était plus... il y avait plus de la volonté de la part de Paul Auster de dresser une sorte de tableau de l'histoire intellectuelle des États-Unis sous Johnson, sous Johnson et Nixon, pendant la guerre du Vietnam, tout ça. Et j'ai trouvé finalement que c'était pas plus conventionnel, mais enfin si, oui, un peu plus convenu, un peu plus attendu, un peu moins original finalement que les 3-4 premières parties sur l'enfance et la prime adolescence. Voilà. Donc ça c'est 4321 de Paul Auster, j'en lis pas d'extrait parce que j'ai déjà beaucoup trop parlé de ce livre-là. Il va revenir sur la pile et je pense qu'à un moment donné la pile va finir par me recouvrir.
un livre que j'ai lu il y a plus d'1 an déjà, mais qui est encore sur ma pile, je ne sais même pas pourquoi. Le Lit des ombres de Victor Catemo. Alors Victor Catemo, vous voyez, il y a même j'avais pris des notes, tout ça, il y avait bon, bref, il y a plein de choses dans ce livre-là. Alors Victor Catemo, c'est un romancier qui doit être congolais, si mes souvenirs sont bons. Et en fait, il n'est pas du tout connu, en tout cas, enfin moi je l'ai découvert totalement par hasard, en m'intéressant pour d'autres raisons au catalogue de l'éditeur, je ne sais pas si on voit, voilà, ce sont les éditions Myriapode. Et alors, les éditions Myriapode, qui sont situées, je ne sais même pas où, à Bordeaux, je crois, je ne sais plus, ont publié plein de textes de Victor Catemo. Et quand on regarde simplement la liste du même auteur, on voit qu'il y a pas moins de 5 romans et un recueil de contes et nouvelles de Victor Catemo, publié aux éditions Myriapode. Alors, Victor Catemo, il a aussi publié 5 pièces de théâtre aux éditions L'Harmattan. Et en fait, j'avais découvert ce livre, et je m'étais dit que je continuerais à découvrir ce qu'écrivait Victor Catemo, parce qu'en fait, ça m'a bien plu, en fait. C'est surtout l'information principale, c'est qu'il n'est pas du tout connu, j'ai fait plein de recherches, personne vraiment n'écrit sur lui, il est en dehors totalement des radars de la critique africaniste. Et c'est vraiment, vraiment pas mal du tout. Donc bon, ça fait partie des projets finalement de commander les autres livres de Victor Catemo et d'essayer de les explorer un petit peu et de voir ce qu'il y a derrière. Pour vous donner une idée de l'écriture de Victor Catemo. Une nuit, il rêva qu'elle lui avait rendu visite. Heureux comme jamais, il organisa dans sa cour une grande fête cérémoniale à laquelle il convia un groupe de danseurs traditionnels affûtés, mais l'air empesé. Ils se firent accompagnés d'une vache, c'était leur totem. Vêtus de raffia sur une peau recouverte de substances crayeuses, ils arboraient des masques empennés et des jambières incrustées de perles. Galvanisés, ils tambourinaient violemment le sol de leurs pieds nus. Leurs danses convulsives rappelaient une crise épileptique. Accompagnés des spasmes de leurs instruments à percussion, leur chant lugubre se faisait assourdissant. Trônant à ses côtés sur un siège haut et profond, Salomé se laissait saisir par un ravissement total. Kitov convia les danseurs à partager un verre. Ces derniers déclinèrent l'invitation et préférèrent se désaltérer du sang recueilli de la carotide de leur animal fétiche, piqué à vif par des flèches tirées avec leurs arcs bandés. Salomé refusa de s'offrir à lui. Elle le convia plutôt à l'accompagner chez elle. Kitov la suivit. En chemin, elle lui dit qu'il n'était pas question pour lui de s'en retourner. Kitov y consentit sans la moindre objection. Par contre, elle lui déclara également filer un parfait amour avec un homme rencontré à l'endroit où elle habitait. Un albinos comme lui, mais dans la force de l'âge. Un jeune chausseur arrivé en tant que cireur, un être qui avait réussi à gravir remarquablement différents échelons. La description qu'elle en fit ramena l'esprit de Kitov à Hadi, le jeune mort en prison. Kitov en fut chagriné, rongé par une jalousie fougueuse. Pour la première fois, il se sentit secoué par un sanglot oppressant. Ses yeux roulèrent plusieurs fois dans leurs orbites pour retenir les larmes, mais l'émotion se montra si vive qu'ils finirent par céder. Alors juste pour vous lire la 4e de couverture, parce que je vous ai balancé comme ça un extrait brutalement, ce roman interroge la conscience humaine sur la différence et l'indifférence. Il retrace avec humour et ferveur poétique la vie tumultueuse d'un albinos dans une société accablée par des préjugés et gouvernée par l'irrationnel. Une situation exacerbée par la déliquescence du Zaïnavir où elle évolue. Et donc bien sûr le Zaïnavir, c'est un double fictionnel du Zaïre, hein, qu'on l'a compris, enfin, donc il y a une sorte de tropisme rimbaldien beaucoup, enfin ça fait penser dans l'écriture un peu à Pierre de Mandiargue aussi, mais dans les modèles aussi, il y a ce fantasme aussi du bateau ivre, un peu, enfin, il y a beaucoup d'échos à Rimbaud et à Baudelaire dans l'imaginaire en fait de Victor Catemo. Et donc voilà, le Zaïnavir, c'est le bateau ivre aussi, hein, donc c'est une dictature folle aussi. Voilà, donc un livre pas du tout politique, hein, au sens c'est pas une satire politique, mais qui croise bien sûr la question des déshérences nationales de l'Afrique contemporaine. Le Lit des ombres, Victor Catemo, Myriapode. Sur la pile qu'on va ranger. Gilbert Gator, Le passé devant soi, des éditions Phébus. Est-ce qu'on voit ce que je montre? Non, on ne voit pas, ça y est. Gilbert Gator, Le passé devant soi, et c'est un roman d'un auteur rwandais résidant en France. Gilbert Gator, je lis la 4e de couverture, est né en 1981
au Rwanda. Durant la guerre, il entame un journal intime dont il doit se séparer au moment de fuir. C'est dans une tentative de reconstituer ce journal perdu qu'il se découvre amoureux des mots. Et donc ici, c'est le portrait principalement d'une Rwandaise qui s'appelle Isaro, et qui rencontre à un moment donné un simple d'esprit, Nico. Et donc il se retrouve autour de cette question de la guerre, du ravage du pays d'origine. Alors c'est sans doute le Rwanda, mais ça n'est jamais mentionné. Et je vais juste lire un passage qui concerne Nico, justement. C'est le début du chapitre 6. Je revérifie rapidement, oui c'est ça. Alors c'est juste pour dire que Le passé devant soi, de Gilbert Gator, donc c'est un texte de 2008, dont j'ai découvert l'existence récemment, et c'est pour ça que je l'avais acheté et je l'ai lu dans la foulée. Donc publié en 2008, donc il avait 27 ans, il avait juste 27 ans. C'est sous-titré « Figure au pluriel de la vie impossible, tome 1 ». C'est un roman. Et je lis donc le début du chapitre 6. Depuis sa naissance, Nico a vécu en lui-même. On lui a dit que ce n'était pas grave, il n'a pas trouvé de raison de ne pas le croire. Dès le début, il était enclin à croire en tout. Le jour de sa naissance a coïncidé avec la saison des pluies, qui sous ses latitudes peut être d'une violence indescriptible. Un orage a annoncé au monde préoccupé son arrivée. Alors que toute la maison courait dans toutes les directions pour renforcer la toiture et les fenêtres, abriter le bétail, rassembler les enfants, couvrir le puits et protéger le feu, sa mère accoucha, seule dans un coin, sa voix assourdie par les sifflements du vent entre les commissures et le choc des grosses gouttes de pluie sur la toiture en tôle. Sa mère ne s'est pas relevée du sol en terre battue, sur lequel elle fit son dernier don, et le nouveau-né roula un temps sur le sol sans que personne ne le remarquât. Il manqua même d'être écrasé à plusieurs reprises. Ses faibles cris et ses misérables contorsions, couverts par le bruit et l'obscurité dans la maison, ne lui furent d'aucun secours. C'est finalement le chien de la maison, attiré par l'odeur du liquide maternel, qui avertit de la présence d'un nouvel être. Un cercle abasourdi se forma autour de cette petite chose qui mettait toute son énergie à faire une grimace affreuse, à remuer ses extrémités et à pousser un cri inaudible. Par pudeur pour la façon dont elle était étendue, personne ne posa son regard au-delà des genoux de la mère. Il fallut un moment avant qu'on comprît qu'elle avait rendu son souffle. On appela enfin une sage-femme pour opérer la séparation de la chose minuscule et ridée qui s'agitait à terre. On finit par se réjouir, puisque tout de même, un nouveau membre de la famille venait de naître. Donc la naissance, bien sûr, du personnage masculin principal, Nico, dans l'indifférence, dans le tumulte, et dans l'indifférence et l'inconscience en fait de l'entourage. Et évidemment, la mère meurt sans que personne ne s'en rende compte. Le passé devant soi, Gilbert Gator, 2008. Ensuite, celui-là, ça va être facile d'en parler, puisque je ne l'ai pas lu du tout. C'est un livre en fait qu'avait acheté mon épouse et qu'elle a lu. Donc voilà, il est sur la pile des livres à ranger parce qu'elle a fini de le lire et moi je n'y ai pas touché. C'est juste pour en signaler l'existence. C'est-à-dire que les éditions Chandaigne, dont on ne saluera jamais assez le travail remarquable, les éditions Chandaigne ont rassemblé en quelque sorte l'intégrale des Contes de la montagne de Miguel Torga, traduit du portugais par Claire Quéron, et donc c'est sur la pile, et je ne vais pas en parler puisque je ne l'ai pas lu. Parce que quand même, je ne parle pas des livres que j'ai pas lus, du tout, faut pas exagérer. Et la pile grandit. Les temps filiaux de Marie Connet. Tiens, les temps filiaux de Marie Connet, avec une belle carte postale dedans, une carte postale de Narbonne. Les temps filiaux, ça date de quand ça? 2008 aussi, mais je l'ai acheté il n'y a pas longtemps et je l'ai lu il n'y a pas longtemps. Marie Connet, on ne la présente plus, enfin, si vous voulez qu'on la présente, on la présentera, mais pas aujourd'hui. Marie Connet, les temps filiaux, c'est publié en 2008, c'est un roman, c'est ce que dit la couverture, et c'est les éditions de l'atelier In Octavo. Allez, juste pour l'écriture de Marie Connet, un extrait, histoire aussi de ne pas blablater outre mesure. Un homme vêtu de noir, portant une écharpe d'hermine, nous a suivis une première fois. Puis nous l'avons surpris nous observant sur le trottoir devant la fenêtre de la cuisine de Myriam. Mon amitié avec Myriam vit sur un malentendu que je ne peux pas dissiper. Myriam me croit des points communs avec les enfants et adolescents dont elle est chargée, que l'on abrite quand ils ne voient pas ce que les autres distinguent, quand ils font une montagne d'un palier,
de leur corps fragmenté 1000 visages de méduses. Cela renforce son intérêt pour moi. Cela me gêne de mentir à Myriam. Je ne suis pas exactement indifférente. J'erre dans un méandre de relations inconnues, étrangères. Les hommes y sont les piliers les plus inquiétants, lointains. Je ne suis pas sûr de savoir trouver les mots d'ici. Les repères, devant ceux qui ne doutent d'aucun, me manquent. L'homme en noir ne me suit pas quand je déambule seul. Je superpose le danger vécu par Myriam, que suit l'homme mystérieux, à un danger plus général, semé par tous les hommes de notre entourage. Et j'ai choisi délibérément ce texte, des pages 36-37, sur la question évidemment du harcèlement, de la persécution, mais c'est pas du tout raconté justement d'un point de vue sociologique, c'est raconté vraiment par une prose qui épouse, un point de vue qui épouse les impressions, et avec des images très fortes, hein, le corps fragmenté, ils font une montagne d'un palier, de leur corps fragmenté, 1000 visages de méduses, cette insistance de l'écriture sur la perception déformée, c'est vraiment très très beau. Voilà, donc ça c'est un extrait de Marie Connet, Les temps filiaux. Il reste 4 minutes, alors je peux encore parler un petit peu. Tiens, celui-là, il est sur ma pile aussi, je ne sais pas pourquoi. J'avais fait, je crois, il me semble que j'ai déjà parlé de ce livre, soit, peut-être que c'était dans une traduction sans filet, c'est pour ça que je ne l'ai pas rangé, que je l'ai laissé sur la pile. Peut-être que c'était en fait Patrick Chartrain, on va pouvoir ironiser en disant, bah oui, effectivement, dans les vidéos je range mon bureau, à la fin, le type ne range pas ses livres. Mais si, là je montre, hein, si j'ai pas le temps tout à l'heure, tous les livres dont j'ai parlé, là, dans 10 minutes après la fin de la vidéo, ils seront rangés à leur place, plus ou moins. Ma grand-mère bantou et mes ancêtres les Gaulois, simple discours, c'est un livre de Henri Lopez qui date déjà de 2003 et que j'avais trouvé en fait dans une brocante à 4 € visiblement dans un vide-grenier. Voilà, donc je ne l'ai pas rangé, je ne sais pas pourquoi. Bon, comme toujours, bien sûr, c'est un intérêt professionnel sur la question de l'identité postcoloniale, de l'interculturalité, il interroge beaucoup, elle réinterroge beaucoup le concept de négritude aussi. Donc voilà, Henri Lopez. Décidément, il y a beaucoup de Congo aujourd'hui. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre sur ma pile? Ah ben j'ai fort, ça c'est juste un rappel, parce que ça fait 2 mois que je dis que je vais faire une vidéo de traduction sans filet en allemand, avec Fodatsuna mit der Zeichen, et j'en ai déjà parlé 2 fois de ce livre, j'en reparlerai pas. Mais est-ce que je vais le ranger ou pas? Ça c'est la question. Est-ce que je vais encore me laisser la possibilité d'en reparler et d'en traduire un extrait? Je ne sais pas. Fodatsuna mit der Zeichen, je rappelle, Senturan Varataraja, c'est un jeune romancier sri-lankais d'expression allemande, et c'est un roman qui est entièrement constitué d'une conversation Messenger, Facebook Messenger, fictionnelle, comme on le suppose, en tout cas avec des personnages, avec 2 personnages, un jeune homme et une jeune femme, qui sont tous les 2 en Allemagne, et qui ont tous les 2 une histoire personnelle de l'ordre du déracinement. Allez, je le mets sur la pile. Puis si j'ai envie de faire une vidéo, je saurai où aller le rechercher. Je ne les jette pas à la poubelle quand même. Un autre livre qui est un vivant remords pour moi, mais après tout, je vais être entièrement honnête. Il y a une pile là qui vraiment commence à rentrer dans le cadre. C'est assez intéressant visuellement, je pense que la pile se déporte. Un vivant remords, pourquoi? Parce que ça fait plus d'1 an que j'avais dit que j'écrirais un texte, une vraie recension en bonne et due forme de Just Another Jihadi Jane. Just Another Jihadi Jane, dont j'ai déjà fait une traduction sans filet, mais s'il était encore sur ma pile, c'est parce que je pensais retravailler dessus, mais je suis débordé de partout. C'est juste pour signaler que Tabishker, j'ai pas noté le nom du roman, mais Tabishker va publier au printemps prochain un nouveau roman, donc voilà, que j'attendrai avec impatience. C'est pour signaler, puisqu'il me reste moins d'1 minute, que Just Another Jihadi Jane était aux dernières nouvelles, ça fait maintenant une bonne année à l'aise, était en cours de lecture par les éditions du Sonneur qui ont publié les autres livres les autres romans de Tabishker, pas ses essais ne sont pas publiés en français à une exception. Et voilà, et moi je vois rien venir et c'est très décevant parce que c'est vrai que c'est un livre magnifique, c'est un livre à la fois drôle, profond, enfin comme toujours chez Tabish, et qui parle quand même de la question
du départ pour la Syrie et pour le djihad des jeunes filles britanniques des quartiers populaires qui sont enrôlés, embrigadés. Donc c'est un roman important aussi à cet égard-là. Voilà, donc je ne sais pas si les éditions du Sonneur vont un jour publier la traduction de Just Another Jihadi Jane. Il reste 3 secondes, le temps pour moi de vous dire, de vous souhaiter une bonne journée.